je m'appelle Sébastien Coinet, donc je suis le fondateur et le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Éléphant Vert. Mon intervention ici, c'est pas en tant que patron d'Éléphant Vert, mais surtout un témoignage en tant que créateur d'entreprise, même si mon entreprise illustre beaucoup une grande partie de mon discours. Donc moi, à la base, je suis ingénieur en environnement. J'ai été formé à l'université ici à Paris, et puis je suis parti travailler en Afrique. Donc mon projet et l'entreprise sont nés initialement d'histoires de vécu au quotidien avec les agriculteurs sur le terrain au Burkina Faso et au Sénégal principalement, où j'ai pu voir que les agriculteurs n'avaient très peu de choix, et le choix était limité à l'achat et à l'usage de produits pesticides chimiques. Et évidemment, j'ai été témoin de l'usage et des conditions d'usage de ces produits-là, avec des populations qui bien souvent n'ont pas les outils ou la formation pour pouvoir les gérer. Et donc des graves crises ou les problèmes de santé et d'environnement qui sont liés à l'usage de ces produits chimiques. Et puis l'histoire a été un peu accélérée et catalysée il y a 15 ans avec une invasion de criquets en Afrique de l'Ouest, où on s'est rendu compte que l'Afrique de l'Ouest était, avec ses crises, en tout cas l'Afrique de manière générale, était bien souvent la poubelle des pays occidentaux pour épuiser les stocks de produits qui bien souvent n'étaient plus homologués chez nous. Et du coup est née l'idée de construire avec des chercheurs, une alternative crédible à l'usage des produits chimiques. D'où la création d'une entreprise dont la vocation est de construire une alternative industrielle et commerciale aux produits chimiques. Et donc une vision à assez grande échelle, puisqu'aujourd'hui mon entreprise rassemble 1000 collaborateurs répartis en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en France. Et le travail se fait depuis l'innovation jusqu'à la mise en marché des produits, en passant par la production industrielle. Et le but et notre volonté, c'est de démontrer d'abord aux agriculteurs, de manière générale, qu'il est possible d'incorporer dans ce qu'on appelle des itinéraires techniques des alternatives biologiques qui parfois, même très souvent, sont beaucoup plus efficaces que les produits de synthèse. Donc depuis 15 ans, on travaille à ça, et on n'est pas la seule entreprise. Je n'ai pas non plus envie de parler au nom de mon entreprise, mais plutôt parler au nom d'un secteur et d'un mouvement qui s'est créé. Donc moi j'ai pu me rendre compte évidemment quand j'ai démarré il y a 15 ans sur ces projets-là, qu'il y avait tout un monde scientifique qui travaillait sur ces thématiques. Que ce soit en France, à l'IRD, au CIRAD, à l'INRA, que ce soit dans les centres équivalents d'autres pays ou dans les centres de recherche internationaux basés en Afrique sur la lutte biologique. Des centaines de chercheurs travaillent sur ces sujets depuis 20 à 30 ans. Donc on va dire les solutions, les innovations existent. Ça c'est pour parler de la partie très recherche. Aujourd'hui on estime à peu près 500 le nombre de startups ou de PME qui travaillent en Europe de l'Ouest sur ces thématiques, dont 200 à 300 rien qu'en France. Donc il existe aujourd'hui un secteur qui émerge et très dynamique sur ces thématiques. En quelques chiffres, la croissance sur les 3 à 4 dernières années de notre secteur est d'environ une vingtaine de %, ce qui montre bien la dynamique du secteur, à la fois d'une offre, la mise en marché d'une offre, et à la fois la demande, puisqu'une croissance de 20%, c'est qu'on répond aussi à une demande agricole. Donc en termes de produits, pour être très concret, on travaille sur les principes de la lutte biologique, et principalement ce qu'on appelle de façon un peu triviale les entomopathogènes, donc les maladies naturelles des insectes, et à partir des micro-organismes, donc des bactéries, des virus ou des micro-champignons.
Ces produits sont soumis à des homologations classiques et sont utilisables en agriculture biologique. Le malheur un peu de ces produits, c'est qu'ils sont ultra spécifiques. Alors malheureusement, j'en ai pas un pour les guêpes aujourd'hui, donc je vais donner l'impression de danser. Mais on a des produits qui ont une spécificité, à la différence d'une molécule chimique qui est généralement à un spectre très large. On travaille sur des produits, avec des produits qui sont efficaces sur un insecte, un ravageur ou une maladie des cultures. Et donc ça veut dire que potentiellement autant de produits que de ravageurs. Donc ce qui veut dire que ça demande beaucoup d'innovation, d'investissement dans les produits, à la différence d'une industrie classique qui peut sortir, on va dire, une molécule qui serait, avec des déclinaisons selon différents types de formulations, une molécule qui serait efficace sur toute une classe d'insectes ou de maladies des cultures. Donc typiquement aujourd'hui, l'histoire, comme j'expliquais, a commencé avec les criquets. Et donc c'est un micro-champignon qui a été développé donc, par des centres de recherche basés en Afrique. Et nous avons aussi développé un autre micro-champignon cousin du premier, qui est aussi efficace que les produits chimiques sur les zones de ponte et d'éclosion et de déplacement des bandes larvaires. C'est-à-dire que notre produit permet d'avoir une efficacité et une réponse spécifique sur les lieux de ponte, donc des surfaces forcément plus restreintes qu'un essaim qui contient des millions d'insectes adultes. Et de là, on montre une efficacité très, très forte et un coût équivalent, voire inférieur aux produits chimiques. Donc aujourd'hui, par exemple, on fournit la FAO en Afrique de l'Ouest pour répondre aux problématiques criquets au Kenya, Yémen et Éthiopie. Le problème, c'est que, et c'est le problème de notre métier ou de notre secteur, et là aussi c'est valable pour tous les acteurs du secteur, c'est que c'est un secteur qui n'est pas encore connu et pas encore assez appréhendé par les autorités. Ce qui fait que pour les criquets, aujourd'hui, on commande encore beaucoup de produits chimiques parce qu'on n'a pas su anticiper des stocks de réserve de produits biologiques. Donc ça c'est une grosse problématique, alors que le produit est reconnu comme efficace par toutes les autorités, y compris la FAO, et est même recommandé par la FAO en usage intensif. Ça c'est un premier type de produit, et c'est un produit, on va dire, un peu phare et qui illustre un peu le développement à grande échelle et l'usage à grande échelle d'un produit de biocontrôle. Donc aujourd'hui, un grand sujet d'actualité, c'est les néocotinoïdes. Il illustre deux problèmes. Ça fait quelques années que le sujet est sur la table. Bon, des dérogations ont été données. Et il n'y a pas eu d'action concertée et collective pour la mise en place d'une solution anti-néocotinoïdes. Du coup, les agriculteurs se retrouvent sans rien. C'est ça un peu le problème. Et conclusion, ils obtiennent des dérogations pour pouvoir utiliser ce type de produit. Or, il existe aujourd'hui des PME, des startups, encore une fois, qui mettent en marché des solutions anti-insectes piqueurs-suceurs, anti-pucerons. On connaît deux, trois sociétés qui commercialisent ce type de produit en France et en Espagne. Nous commercialisons ce type de produit en Afrique du Nord parce qu'ils sont déjà homologués. Donc il faudrait que les autorités politiques ou les autorités publiques puissent favoriser le développement de ce type de produit et favoriser aussi leur utilisation de manière importante afin de à la fois sécuriser les agriculteurs et à la fois permettre l'émergence de ces alternatives. Or, favoriser des dérogations comme ça décourage tous les acteurs du secteur qui investissent dans le développement d'alternatives. Et en troisième point, moi ce que je peux illustrer, c'est pour les géographies sur lesquelles on travaille beaucoup, et notamment l'Afrique de l'Ouest, l'une des principales cultures est le coton, et c'est l'une des principales cultures consommatrices de pesticides. C'est même la première culture consommatrice de pesticides. Et là, c'est des approches à la fois techniques et à la fois filières qu'il est important d'illustrer très rapidement. C'est que déjà, il existe
des packages techniques qui permettent de remplacer les produits chimiques par des produits biologiques. C'est ce qu'on fait principalement au Mali aujourd'hui, et on est en train de faire homologuer ces packages dans les autres pays de la région, en tout cas les faire accepter. Ça concerne aussi bien la partie fertilisation que la partie stimulation, que la partie bioprotection. Donc ces alternatives existent pour des coûts qui rentreraient dans le compte d'exploitation de ces petits agriculteurs si l'ensemble des acteurs de la filière étaient réellement actifs sur le sujet. Or, on constate que très peu d'acteurs textiles ou vendeurs de textiles sont concernés par la production cotonnière. Beaucoup d'acteurs du textile, de l'habillement, ne connaissent pas et ne s'impliquent pas dans la provenance de leurs fibres coton qui servent à faire les habits, les t-shirts, les jeans, etc. qu'ils utilisent. C'est une dynamique qui est en train de se créer, qui n'est pas encore assez à grande échelle, je veux dire. Et en fait, si ces acteurs de l'aval, donc qui sont en relation avec le consommateur, étaient actifs dans l'ensemble de la chaîne de production de textiles à base de coton, il suffit de lire Le voyage au pays du coton d'Arsena pour comprendre que c'est un pataquès innommable. Et si ces acteurs de l'aval étaient impliqués dans l'amont agricole et dans la production de coton, ils pourraient favoriser l'utilisation de ce type de solution. En faisant la transition sur l'implication des acteurs des filières, ça me permet de faire un point sur les freins au développement de nos types d'alternatives. On est des entreprises. Du coup, l'accès au financement, et c'est vraiment d'actualité en ce moment avec la crise économique qu'on est en train de vivre. On est des jeunes entreprises, donc on parle beaucoup de start-up, de licornes, de TPE, de PME, etc. Or, les logiciels de financement des entreprises n'ont pas changé. Donc les banquiers aujourd'hui ont des contraintes réglementaires énormes qui font que l'accès à la dette est très compliqué. On le vit même dans l'obtention des PGE. Obtenir un PGE, c'est un sacerdoce. Nous, on a mis 3 mois pour obtenir un PGE. Et je remercie ceux qui nous ont soutenus. Mais le financement bancaire classique est compliqué. Donc, c'est l'investissement privé, les fonds d'investissement, etc. Le private equity auquel on doit s'adresser. Et là aussi, c'est très compliqué. Déjà, financer une start-up, c'est compliqué. Quand une start-up a une innovation qui tient la route, c'est très compliqué pour elle de pouvoir évoluer vers une entreprise commerciale et commercialiser son innovation. Et donc là, des financements existent, mais pareil, les logiciels n'ont pas changé. C'est bien souvent des financements à très court terme, ce qui fait que les fondateurs de ces entreprises sont obsédés par le tour de table qui doit venir dans 3 ans ou dans 4 ans pour refinancer le développement de la boîte, plutôt que de se concentrer sur leur propre business. Et là, c'est des vraies complications en tant que manager à vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir bénéficié de financement via des fondations et donc d'un vrai financement long terme. Moi, ça fait 10 ans qu'on investit, 11 ans, et on commence à être économiquement viable maintenant. Donc quand on doit accompagner une innovation telle que les nôtres dans des secteurs tels que l'agriculture, qui sont des secteurs conservateurs, il faut de l'investissement long terme. Et là, il faut qu'on arrive à avoir des incitations à l'investissement privé dans ce type de secteur sur du long terme, mais également des outils de financement adaptés, que la BPI puisse adapter ses financements, en tout cas que les acteurs publics de l'investissement et du financement du secteur privé puissent faire évoluer aussi leur logiciel et ne pas fonctionner de la même manière que les fonds d'investissement privés. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait une vraie vision stratégique politique pour aiguiller les financements. Or aujourd'hui, sur le principe des néocotinoïdes, on a vu qu'en échange de la dérogation, il y avait 4 ou 5 millions d'euros de mémoire à vérifier qui étaient mis pour financer le développement de ces alternatives. C'est insuffisant quand on pense que les acteurs de l'industrie chimique investissent des centaines de millions d'euros dans le développement d'alternatives. Donc il faut vraiment permettre aux PME ou aux acteurs qui sont aujourd'hui des TPE ou des ETI de ce secteur-là de devenir des licornes et que l'investissement public les aide à cela. Ensuite, dans la partie évidemment les freins, c'est comment donner de la compétitivité à ces alternatives. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, j'ai parlé des acteurs de la filière. Les consommateurs aujourd'hui
veulent absolument améliorer la qualité de leur alimentation. Ça fait écho à tout ce que le secteur alternatif, en tout cas ce que je représente et ce pour lequel je parle en tout cas, où je peux parler, propose des alternatives viables. Mais il faut que l'ensemble de ces intermédiaires soient acteurs et actifs réellement dans l'aide aux agriculteurs pour qu'ils s'approprient ces alternatives. Aujourd'hui, le système fait que les acteurs, les intermédiaires actuels ne favorisent pas l'émergence de ces alternatives, en tout cas font semblant, pour dire les choses, et ne sont pas proactifs et n'incitent pas les agriculteurs à cela. Éco-phyto, etc. Enfin, tout ça, franchement, c'est des bons signaux. Éco-phyto, la loi Egalim, etc. Mais il n'y a pas, on ne parle pas de grande échelle. C'est toujours des petites choses qui sont encore anecdotiques. Or, les alternatives existent, les industriels sont là, les metteurs en marché sont là, la volonté est là, les agriculteurs eux-mêmes. Je ne parle pas des agriculteurs bio. Tous les agriculteurs veulent essayer des alternatives. Or, il faut leur faciliter l'accès à ces alternatives. Et ça, c'est de l'action publique, c'est plus de compétitivité pour une agriculture de qualité. Pareil, c'est toute une filière à revoir, c'est tout un système à revoir. Et il faut accepter de mettre ces choses-là sur la table et pas de le faire de façon partielle. Quand je parle de compétitivité que c'est à donner au secteur, c'est aussi une approche un peu différente et donc arriver à tenir compte des externalités dans les calculs de compte de résultats ou de bilan des entreprises, mais également dans la comptabilité publique ou d'un agriculteur. Aujourd'hui, le coût environnemental, le coût de gestion des déchets, le coût de gestion des stocks de pesticides, le coût de gestion de formation, de certification, notamment les certificatos, même si c'est des coûts légers, mais c'est des coûts qui s'accumulent, les coûts de gestion des pollutions et les coûts de gestion de l'impact sanitaire qu'on ne veut pas trop chiffrer pour ne pas alarmer les gens. Si toutes ces contraintes et les coûts, ce que j'oubliais parce que c'est l'actualité, les coûts de justice pour l'industrie agrochimique et les coûts de justice qui vont aller de plus en plus haut et s'accélérer, si tous ces coûts étaient pris en compte, je pense que les décideurs politiques comprendraient que finalement les alternatives écologiques ou compatibles bio, on va dire, pour être très simple, sont économiquement viables. Mais malheureusement, toutes ces contraintes, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les calculer. Or aujourd'hui, il faut bien les prendre en compte. Et Bayer a bien dû prendre en compte des provisions considérables en milliards en prévision des décisions de justice liées au procès aux États-Unis ou aux accords passés avec les victimes. Donc tout ça pour dire que les externalités économiques sont vraiment à prendre en compte dans les calculs globaux de rentabilité économique. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur les freins. Et en termes de conclusion, mon idée c'est de passer un message, c'est de dire que notre secteur, les entreprises du secteur, on a plutôt un message d'espoir à passer et dire que les alternatives sont là. C'est pas de l'anecdote, c'est pas comme souvent on essaye de nous caricaturer une tisane de telle plante ou du jus de je sais pas quoi. C'est vraiment de la biotechnologie, de la recherche scientifique énorme. Comme je disais en introduction, des grands centres de recherche sont dessus. C'est un secteur qui emploie. Ça aussi, c'est un message à passer pour pas qu'on nous sorte en permanence le chantage à l'emploi de l'ancien système qui est toujours sur la défensive avec cet argument-là. On a un secteur qui recrute. Comme j'ai dit, nous sommes 1000 personnes, mais il y a d'autres entreprises plus grandes qu'Éléphant Vert aussi dans ce secteur-là. On a des alternatives qui sont viables à des échelles importantes, à des échelles industrielles, avec des centaines d'agents sur le terrain auprès des agriculteurs. Donc c'est une alternative qui est en train de grignoter du terrain. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'acteurs, de leaders qui s'approprient ces innovations, qui bousculent un peu le système actuel pour le forcer à les accepter et à les mettre en valeur. C'est sûr que si dans un rayon, je ne sais pas comment dire, parce que je veux cibler personne, mais si un agriculteur va dans son lieu de fourniture de ses intrants agricoles,
Si les produits chimiques, pour telle ou telle raison, sont toujours mis sur le devant de la scène comme la seule solution, on s'en sortira jamais. Donc il est temps que des leaders s'approprient ce type de produit.